Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter évidemment toute ma thèse. Je vais mettre plutôt l'accent sur le volet méthodologique des outils que j'ai utilisés et puis certaines conclusions et comment aussi peut-être ce type d'approche pourrait être poursuivi avec d'autres matériaux que celui du pisé de terre ou dans d'autres cadres géographiques. Donc, tout simplement, je vais d'abord vous présenter au début la définition du sujet. Ensuite, la méthodologie d'approche, d'abord quantitative, on verra avec des inventaires. Les principaux résultats issus de cette approche quantitative qui m'ont amené ensuite à faire des approfondissements plus qualitatifs. Et puis, pour terminer sur une conclusion et quelques perspectives. Alors, je vais vous parler du pisé de terre. Je pense que c'est important d'abord de rappeler ce que c'est pour éviter des confusions. Donc, le terme pisé vient du latin pisare qui veut dire compacter. Et donc, c'est bien l'action de compactage d'un matériau, déjà à la base. Et souvent, on a tendance à dire le pisé, mais plus scientifiquement, c'est plus précis de parler de pisé de terre parce qu'on peut piser aussi d'autres matériaux, et notamment le mâche-fer au 19e siècle et 20e siècle. Peut-être on pourrait y revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc, le pisé de terre est une technique de compactage du matériau terre, souvent pris directement sur le chantier ou à proximité. Qui est très courant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On prend la terre et en fait, on la place dans des banches qui sont traditionnellement faites en bois, maintenues par des clés pour résister à l'action de la pression qui résulte de son compactage. Et en fait, on a une technique de mur massive avec des banchets qui avance au fur et à mesure du chantier, c'est-à-dire qu'on a fait celle-ci, ensuite on est en train de remplir cette banchée, après on va décaler le banchage. Dans la région, en tout cas Auvergne-Rhône-Alpes, sur un soubassement maçonné. Dans d'autres régions du monde qui ne sont pas humides, ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est indispensable parce que évidemment la terre se transforme en boue dès qu'elle est en contact avec de l'eau, elle va perdre toute résistance à la compression. Et puis, traditionnellement aussi, avec des lits chauds plus ou moins fréquents, qui permettent surtout de limiter l'érosion du mur ou de faciliter l'accroche des enduits. Alors, le pisé de terre, comme je disais, il est très fréquent en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi plus au nord en Bourgogne. En fait, on le rencontre principalement dans la vallée du Rhône, celle de la Saône, et puis dans certaines plaines et vallées du Massif central. Ce n'est pas la seule technique de construction en terre. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais on a aussi d'autres techniques très fréquentes en France, comme l'adobe ou la brique de terre crue, le torchis ou la bauge. En Auvergne-Rhône-Alpes, on le rencontre dans une dizaine de départements. Donc, c'est vraiment une technique très, très fréquente, bien documentée, notamment en milieu rural. Et pour faire écho avec la présentation qu'on a eue ce matin avec l'architecture rurale, ou plus particulièrement avec les architectures liées aux activités agricoles, avec des bâtiments isolés. Et c'est vrai que c'est souvent une technique qui est associée à ce bâti isolé, la grange en pisé, la ferme en pisé, etc., des murs de clôture. Et beaucoup moins en fait à des formes d'architecture plus urbaine avec des maisons mitoyennes, des alignements sur rue. Et pourtant, en fait, par exemple, sur le cas de Lyon, eh bien, on sait qu'il y a une utilisation pendant des siècles du pisé, au moins dans les faubourgs de la ville, qui est attestée par l'œuvre écrite de François Cointreau. Donc François Cointreau, peut-être son nom vous dit quelque chose, c'est un architecte, constructeur, théoricien et pédagogue qui est d'origine lyonnaise, qui grandit dans un milieu, son père était maçon, et la première partie de sa vie, en fait, il la passe à Lyon à construire, et on ne connaît pas trop son œuvre construite. Et puis après, à partir de la Révolution française, il change complètement, il s'installe à Paris, enfin il migre un petit peu dans différentes villes, mais bref, il s'installe ailleurs et il va publier, et là il va être connu dans le monde entier parce qu'il va faire connaître la construction en pisé dans ces fameux cahiers d'architecture rurale qui seront ensuite, tout de suite dès les années 1790, traduits dans diverses langues et envoyés en Russie, en Prusse, en Amérique, en Australie, etc. Donc un rayonnement vraiment particulièrement considérable.
Et Cointreau lui-même parle de la présence de pisé dans les faubourgs de la ville et dans les campagnes autour de Lyon. Et puis, dans l'historiographie lyonnaise, il y a un épisode qui est très connu, c'est que la ville s'étend beaucoup au XIXe siècle dans des plaines alluviales et subit de plein fouet des inondations en 1840 et 1856 et qui provoquent des destructions de centaines de bâtiments, presque quasiment 2000 bâtiments en pisé qui s'effondrent et qui sont dans des quartiers populaires. Et à la suite de quoi, il y a des réglementations urbaines qui sont mises en œuvre pour limiter l'utilisation du pisé. Et notamment, il y en a une en 1856 par le préfet de l'époque, donc Second Empire, un préfet très autoritaire, Vaïs, qui interdit de pisé, du moins dans certaines parties de la ville. Et du coup, dans l'historiographie, souvent, on fait mention, le pisé a disparu suite aux inondations et à l'interdiction de Vaïs. Donc, moi, en ayant travaillé à Lyon pendant pas mal de temps, j'étais avec cette idée en tête. Et puis, à l'époque, j'habitais à Lyon. C'est comme ça qu'est née la recherche, hein, c'est pour ça que je vous le raconte. Et je faisais ma spécialisation à Cratère. Et donc, tous les matins, je partais et je traversais mon quartier. Et puis, je voyais du pisé. Et je me disais quand même, il y en a beaucoup pour un endroit où, soi-disant, c'est interdit, ça aurait complètement disparu, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à me renseigner et à voir que, eh bien, sous des lacunes d'enduit, de manière très ponctuelle, effectivement, il y avait bien du pisé, mais dans quelle quantité, c'était impossible à dire, très difficile à vérifier, et savoir si c'était un épiphénomène ou au contraire, si ça représentait bien quelque chose de beaucoup plus massif et qui nous renseignait peut-être sur des éléments encore méconnus de l'histoire de la ville de Lyon. Alors, dans ce cadre, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient commencé à se poser la question auparavant, qui n'avaient pas eu les moyens de pousser des inventaires très développés. Mais petit à petit, il a été possible de fusionner déjà des repérages préexistants et puis des observations personnelles et un inventaire participatif que j'ai pu mettre en place dans le cadre en 2016, il y avait un grand colloque international à Lyon sur la construction en terre et du coup des moyens très importants. Et donc le musée et Confiance a aidé à mettre en place cet inventaire participatif qui permettait en fait de démultiplier des champs de repérage et des possibilités d'identifier. Et ce qui m'a permis de ne pas d'emblée m'intéresser qu'à un secteur de la ville, mais tout de suite à investiguer l'ensemble de la ville et puis de ses abords, en fait, l'agglomération lyonnaise, ce qui était forcément compliqué vu l'échelle urbaine. Alors, il y a eu plusieurs centaines de bâtiments ainsi repérés. Donc ça, c'était dans le cadre du DSA Architecture de terre et du mémoire que j'avais fait. Et on voyait que non, ce n'était pas un épiphénomène et qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de pisé de terre que ce qu'on imaginait. Et ce qui m'a permis ensuite de poursuivre sous la forme de cette recherche en architecture. Donc le constat de cette recherche, c'était que bien que ce soit très fréquent, finalement, ça demeure complètement ignoré, notamment des acteurs patrimoniaux sur place, et puis aussi de pas mal d'historiens, puisque dans l'historiographie, on n'en parlait pas. Et du coup, ça m'a amené à me questionner sur qu'est-ce que pouvait apporter finalement cette nouvelle connaissance de la présence du pisé de terre dans l'histoire de la ville, autant d'un point de vue scientifique sur l'histoire constructive de Lyon, que aussi sur les implications patrimoniales que ça a. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure pendant les questions. Donc, ça questionnait savoir dans quel secteur on a dû piser, dans quel type de bâtiment, et surtout aussi, du coup, quelles sont les époques, quelles sont les datations de ces constructions, et est-ce qu'on peut commencer à construire une histoire de cette utilisation du pisé par rapport à l'histoire de la ville de Lyon. Alors, vous voyez ici, c'était l'approche historique, c'est faite par le terrain, en fait, parce que dans l'historiographie, on nous disait qu'il n'y avait plus de pisé, ça avait été détruit, parce qu'on a essentiellement affaire à un bâti privé pour lequel l'accès aux archives est quand même
certes, il peut y exister des archives, mais c'est plutôt dans les archives notariales. Et du coup, dans une approche exploratoire, c'était vraiment très compliqué, pour ne pas dire inaccessible. Et du coup, l'idée, ça a été de constituer un vaste corpus et ensuite de pouvoir l'interpréter d'un point de vue d'abord quantitatif. Donc, en fait, j'ai pu constituer un corpus ainsi aussi en allant rencontrer des acteurs de terrain, etc., de 730 bâtiments, dont la moitié situés sur la ville de Lyon. Et j'ai profité d'échanges avec le service archéologique de la ville de Lyon, qui a un vaste corpus de plans d'archives de la ville qui étaient déjà tous géoréférencés sur SIG, pour pouvoir ensuite comparer les emprises bâties et avoir ainsi une datation approximative des emprises des bâtiments de mon corpus et pouvoir les situer un petit peu, notamment par rapport à toute extension urbaine de la ville au 19e. Est-ce que c'était avant est-ce que ça existait déjà avant le cadastre napoléonien de 1830 ou pas? Qu'est-ce qu'il en était par rapport aux inondations qui avaient touché différents quartiers, etc. Parce que est-ce qu'on aurait finalement continué, par exemple, à construire en pisé malgré des interdictions et des inondations? Alors, donc j'ai travaillé sous forme de tableau comme ça, donc vous voyez, c'était un petit peu difficile. Et surtout, c'était pas évident après à pouvoir partager. Et donc, de ce fait, j'ai également travaillé avec FileMaker Pro de manière ensuite à éditer ça sous forme de fiche, une fiche par bâtiment, et pouvoir croiser avec des photographies prises sur le terrain. Donc ça, on parlait tout à l'heure de que faire des données. Le tableau est indexé à la thèse aujourd'hui, il est en ligne sous forme informatique, de manière à ce que quiconque souhaiterait consulter la base puisse la verser dans SIG et le consulter. Et puis ensuite, tout le corpus de données est annexé sous forme d'annexe. Alors, ce corpus, il a été approché d'abord d'une manière quantitative en croisant avec différents contextes. Donc là, je vous mets par exemple des cartes qui représentent le contexte urbain, la densité du bâti, le contexte hydrographique, c'est-à-dire en bleu les zones qui ont été inondées au 19e siècle, ou le contexte géologique. Ça, c'était une manière déjà de pouvoir classer, de faire apparaître un certain nombre d'informations essentielles sur la répartition de ce bâti. Et puis, il a été aussi possible, grâce au SIG, en fait, de faire apparaître uniquement certains types de constructions en fonction de leur typologie. Donc, dans la typologie, on avait plus d'un quart qui sont des murs de clôture qu'on rencontre dans des contextes très variés, soit de clôture, de limites parcellaires dans des quartiers très urbains, soit au contraire en périphérie de délimitation de domaines fonciers. De bâtiments d'habitation, de châteaux, d'édifices religieux, de cliniques, de bâtiments hospitaliers privés, ou aussi de bâtiments plus techniques, comme ici un hangar, même s'ils ont tendance à beaucoup disparaître du fait du renouvellement urbain. Et puis, vous voyez, dans cette image, il y avait vraiment une particularité et quelque chose auquel on ne s'attendait pas. C'est qu'on avait toujours l'image que le pisé, et on retrouve souvent cette description, que le pisé, il est associé à des bâtiments qui sont bas, avec un fruit important, avec peu d'ouvertures, des petites ouvertures, un étage, 2 étages maximum, et qui renvoyait à une espèce de fantasmagorie mélangée de ce que serait l'architecture agricole et des représentations que certains ont en tête des publications de Cointreau à la fin du XVIIIe siècle. Et puis en fait, on a rencontré aussi du pisé dans des immeubles qui font 25 mètres de haut, et où en fait le pisé, dans ce cas, est réservé à des murs qui sont peu ouverts, des murs de refend intérieurs, des pignons, et des façades plus ouvertes, elles étant réalisées soit en pisé de mâchefers ou en maçonnerie de pierre. Et puis, j'en parlais, grâce à une datation
avec des plans d'archives, il a été possible de dater ce bâti, en tout cas uniquement sur le secteur de Lyon, parce que je ne disposais pas des outils. J'avais en fait des plans d'archives qui étaient disponibles et déjà géoréférencés uniquement pour Lyon, grâce au service archéologique de la ville de Lyon, mais pas pour les autres communes limitrophes. Donc il a fallu un moment se centrer là-dessus. Ce qui a quand même une incidence parce que chaque commune était indépendante et avait ses propres règles d'urbanisme. Et donc, bon, on pourrait très bien peut-être avoir des résultats qui varient dans d'autres communes. Et ensuite, je n'ai pas forcément, je ne pense pas avoir mis ces cartes aussi. Et du coup, bah déjà, juste pour commenter en 2 mots ce graphique, on voit que 20% du corpus est antérieur aux années 1800, mais que par contre, à 75%, on est sur le 19e siècle et qu'on a y compris beaucoup de pisé qui est encore construit malgré les inondations et la réglementation de 1856. Donc, ce qui posait la question, est-ce que cette réglementation, donc dès qu'on parle du pisé à Lyon, les gens brandissent la réglementation en disant mais ça a disparu. Et du coup, ça posait la question de savoir bah, finalement, est-ce que cette réglementation, elle n'a pas été appliquée ou est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'elle a été appliquée différemment suivant certains quartiers. Alors, toutes ces premiers résultats m'ont amené ensuite à faire une série d'approfondissements. Une première série, ça a été de comprendre le contexte urbain d'utilisation en croisant la répartition du corpus, sa typologie, avec une série de plans qui restituent les différents états d'accroissement de la ville, notamment au 19e siècle, la ville de Lyon s'accroît énormément, et donc de voir dans quel quartier, dans quel contexte on aurait pu utiliser le pisé. Une deuxième, ça a été de regarder des évolutions des bâtiments de construction, parce qu'on voit dans certains quartiers vraiment des immeubles particulièrement élevés, mais qui semblaient vraiment datés que du début du 19e siècle, donc voir s'il n'y avait pas une évolution typologique. Et puis, un troisième approfondissement qui a été sur cette histoire des réglementations et d'essayer de mieux comprendre, aussi peut-être de croiser un petit peu ce corpus donc, bâti avec un peu de matériaux d'archives et de voir est-ce qu'il y avait des corrélations, est-ce que quand on étudiait des documents réglementaires, on voyait des choses en miroir ou pas du tout, et dans des dossiers des ancêtres des permis de construire de l'époque, voir comment la présence du pisé était prise en compte. Alors, le croisement avec différents états, en fait, donc ça, c'est une série de cartes qui présentent les extensions urbaines de la ville au XIXe siècle, et puis là où, à chaque fois où se trouve le pisé. Et donc, je me suis rendu compte en fait que le pisé était toujours associé à des quartiers qui sont en cours d'urbanisation au XIXe siècle, et que c'était vraiment un matériau de construction associé à la primo-urbanisation qui ensuite pouvait disparaître au fur et à mesure des renouvellements urbains ou pas, et qui était surtout associé à des quartiers populaires, parfois dans des petits édifices, mais parfois aussi dans des très grands immeubles, et notamment des grandes opérations immobilières pour le logement des tisserands de la soie, ce qu'on appelle des canuts, au nord de la ville, dans le secteur de la Croix-Rousse. Un deuxième résultat intéressant, c'était de voir l'évolution, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que tout d'un coup, au début du 19e siècle, jusqu'à présent, on avait plutôt des petites maisons qu'on rencontrait dans des faubourgs avec du pisé. Tout d'un coup, on a des grands immeubles, et puis ça dure pendant 20 ans, et après, on se retrouve avec des opérations toujours de spéculation, enfin en tout cas d'investissement immobilier, mais d'échelle beaucoup plus moindre. Et puis, un troisième résultat intéressant, ça a été de croiser, en fait, là ce que vous voyez, c'est une vue virtuelle de la ville sur laquelle j'ai plaqué des textes réglementaires de manière à essayer de mieux les comprendre, parce que ces textes, souvent, ils sont assez difficiles à lire. Le premier interligne dit que suivant tel endroit, on a le droit, mais que ici, si ça fait plus de 5 mètres, etc., etc. Donc, en fait, en représentant ça de manière graphique, il devenait possible de mieux comprendre le texte, de faire des comparaisons entre les textes, parce qu'en fait, il y en a pléthore, et de voir s'il y avait une corrélation avec mon corpus sur le terrain.
Donc, je vous passe les détails, mais par exemple, voilà, en comparant les différents textes, ça permettait de voir dans quel cas le PISA était autorisé ou interdit. Alors, pour conclure, forcément, en fait, ce travail qui est né, moi, je vous le disais, surtout en fait d'une prise de conscience sur le terrain et de hasard de rencontres, etc. Et puis finalement, c'était un sujet où il y avait beaucoup de choses à dire. Forcément, il a reçu un écho important autour de moi, je pense, du fait en fait de l'intérêt aujourd'hui des architectures de terre dans le contexte de crise écologique, et puis d'un nouvel intérêt de toutes ces approches régionales où on s'intéresse à l'histoire des territoires, des ressources et à leur impact sur les projets, leur prise en compte par les acteurs. Et ce qui amène dans l'histoire constructive des nouvelles approches sur bah, différentes publications, par exemple, de Lorenz Pedari-Gély sur l'histoire de la pierre, l'utilisation de la pierre dans les villes, ou d'autres sur Clément, il a fait une histoire constructive de la ville de Lyon à l'époque romaine, etc. Et donc, je pense que cette approche qui permet de relire finalement l'histoire urbaine suivant un nouveau prisme, celui des matériaux de construction, forcément nous apprend aujourd'hui beaucoup de choses et vient faire écho par rapport à l'actualité. À Lyon, c'est quasiment avec la terre qu'on avait sous les pieds, comme on voit ici, là c'est le sol naturel qui a été creusé là, sur un chantier contemporain, et on voit que c'est exactement la même terre qui est utilisée dans l'élévation en pisé. Donc c'est vraiment presque avec la terre que des gens avaient sous les pieds, que parfois ils ont construit des quartiers entiers, en fait, au 19e siècle, des parties d'immeubles. Mais on se rend compte, comme cet immeuble, ici c'est le mur pignon du grand immeuble que j'ai montré juste avant. Ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure sur la photo, c'est que la terre, elle n'est concentrée que sur certaines parties et que d'autres parties de ce mur pignon, c'est en mâche-fer. Et puis d'autres parties sont en pierre. Et évidemment, ça donne envie d'aller plus loin et de comprendre les économies de ces matériaux, comment elles sont interpénétrées et elles ont toutes des relations entre elles, et comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, un maître d'ouvrage ou un promoteur a décidé de prendre du mâche-fer ou plutôt du pisé. Et puis, on pourrait faire la même chose pour le bois. Si on se renseigne, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur... j'aurais eu envie de faire comprendre... faire un panorama en fait de l'histoire constructive de Lyon au 19e siècle, de comprendre dans quoi comment s'insérer le pisé dans tout ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est très compliqué parce que si on commence à s'intéresser au bois, là c'est un port de déchargement du bois à Lyon au 19e, ben, il n'y a aucune donnée en fait, il n'y a aucune publication sur ce sujet, d'où venait le bois, il n'y a pas des forêts qui poussent dans un rayon de 5 km autour de Lyon, donc il était importé de massifs forestiers, parfois assez loin, mais il n'y a pas de données. Ou l'impact aussi évidemment de la révolution industrielle et de l'arrivée du chemin de fer qui bouleverse complètement en fait des schémas d'approvisionnement qui avant reposaient principalement sur les cours d'eau navigables, et puis tout d'un coup on se retrouve avec un rayonnement complètement autre et l'accessibilité de certaines régions qui peuvent fournir du ciment ou de la chaux parce qu'elles ont des carrières en quantité, mais que c'était pas accessible en tout cas à bas prix jusqu'à présent. Cette question des matériaux de construction et de la terre, plus en particulier, on la retrouve dans d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est actuellement l'objet d'une petite enquête que je fais dans un certain nombre de villes, et avec exactement les mêmes problématiques d'invisibilité des matériaux de construction. Et du coup, en fait, je me rends compte que souvent des gens me disent oh non, il n'y a pas de pisé, mais parfois il faut aller un petit peu plus loin et aborder les bonnes personnes et aussi ouvrir l'œil sur le terrain. Ici, je vous ai mis cette image au centre du plan de la ville de Perpignan. Eh bien, on a découvert depuis une vingtaine d'années en fait qu'il y a un tiers du centre-ville qui a été construit sous forme de lotissements médiévaux avec de la technique du pisé et de la bauge. Et c'était passé
complètement à la trappe, en fait, parce que des façades ont été reconstruites et que les parties médiévales sont restées en fait dans le cœur des parcelles. Et quand on recommence à regarder dans le détail, eh bien, on voit du coup une toute autre histoire constructive de la ville et ça pose plein de questions qui sont vraiment essentielles. Et puis, on pourrait pousser plus loin. Par exemple, ici, cet immeuble d'apparence haussmannienne qui renvoie aux façades en pierre, en fait, est un immeuble en torchis avec un revêtement en bardage bois qui imite la pierre à Troyes. Donc, et là, c'est pareil sur Troyes, je n'ai pas trouvé d'éléments, mais je pense qu'on pourrait finalement relire l'histoire de beaucoup de villes comme ça sous le prisme de ces ressources et de leur mise en application. Voilà, je vous remercie.